Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire une petite immersion en micro-limite à travers le tournoi qu'un pote a joué. C'est un Kill the Fish 2 €, on va pas regarder l'entièreté du tournoi. Ce qu'on va faire c'est principalement regarder le début du tournoi, analyser quelques leaks qui sont assez fréquents chez les joueurs de micro-limite, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement en stratégie dans les premières phases de tournoi. Donc vraiment avoir comme un guide pour l'early game. C'est parti. On n'a pas du tout envie d'isoler avec des mains merguez ici. On va jouer principalement en value, en early game, surtout pré-flop. Ici, pure check, on a un pure give-up. Ici, on a un pure fold. Ok, alors déjà, première erreur. Alors ça, honnêtement, ou c'est un misclick ou je sais pas ce que c'est, mais de base, vous allez jamais payer 3-4 off ici. Ce qu'il faut bien comprendre, des fois que vous soyez tenté puisqu'il fait pas cher, c'est que oui, il fait pas cher, mais on joue rien. Même un 3, on n'est pas content, même un 4, on n'est pas content. On n'a pas flush draw, on n'a pas straight draw, on n'a rien. On n'aura pas envie de bluffer river, dans le cas où on colle ici, qu'on touche pas et que ça check, on n'aura pas envie de bluffer avec cette merguez. Ça, c'est vraiment juste des coups, on se barre. Le principe, c'est on regarde notre main, on calcule un petit peu qu'est-ce qu'on peut jouer et comment est-ce qu'on se comporte contre la range adverse. Ici, juste, on n'a rien du tout, on se casse. Ok, deuxième main, encore un truc assez intéressant à voir parce que c'est un truc qu'on voit vraiment énormément en micro-limite. C'est des situations où il y a des limpers et on se retrouve ou, ici on est en small blind, ou dans d'autres situations où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Moi, ce que je vous conseille dans des situations comme ça, c'est ne pas considérer spécialement cut-off, par exemple ici. Donc jouer comme on aurait joué en BVB si tout le monde avait foldé. Simplement, quand on décide d'open, si on avait une main qui voulait open, par exemple, potentiellement, je sais pas, As-Roi, As-Dame, Roi-Dame suité, Valet-Dame suité, des mains comme ça, ce stack size. Ici, simplement, on va size up. La présence du limper va faire qu'on va raise plus cher. Donc, on va quand même un peu le prendre en compte. Mais en termes de range, on peut cut quelques bottoms. Mais globalement, on va pas vraiment s'y intéresser. Donc ici, vu qu'on avait la 8 off, qu'on aurait potentiellement limpé ici plutôt en BVB, on va overlimp ici. On va payer ici le limp de vilain. Et on a une très bonne cote. On voit qu'on a 0,5 à rajouter dans un pot qui va faire 3,7. Donc on n'a pas besoin de gagner très souvent pour être rentable. Et cas très fréquent sur ses limites, Big Blind va énormément checker. C'est très rare qu'on se prenne des ISO de la part de Big Blind. Donc allez gratuitement en fait regarder des boards dans ces situations. Et moi vraiment ce que je vous conseille, c'est considérez pas spécialement les limpers. Jouez votre range comme vous l'auriez joué sans le limp. Simplement quand on veut raise, on va raise plus cher pour casser un peu les cotes au limper. Ici pure limp en BVB à ce stack size. En tout cas stratégiquement c'est plus intéressant de le faire en full fréquence. Du coup ici on limp. Ici on fold, très bien, fold. Ici, on décide d'open. On se retrouve en multi-way. Truc important en multi-way. Le c-bet range n'existe globalement pas, parce que l'avantage du c-bet range, c'est qu'on va faire fold très souvent des mains dans la range de notre adversaire. Ici, vu qu'on est en multi-way, il y a deux ranges à faire folder, donc c'est très rare qu'un simple c-bet à lui seul suffise à faire folder les deux ranges, et donc on va pas tout le temps miser. Donc là, on est en multi-way, on a complètement miss. On va juste check fold. Tandis que si on avait été par exemple que contre Big Blind, on peut avoir un c-bet range sur ce board. As-Dame 8, on a un gros avantage de range, mais le multi-way, ça change complètement la logique de jeu. On va pas faire snap fold dès chez nos adversaires, donc on va beaucoup jouer de manière honnête, on va dire. Donc là, c'est ce qu'il fait, c'est très bien. Ici, on fold. Ici, 3 bêtes, on fold. Main numéro 8. Ici, bah, on en parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on réagit en small blind. On a un combo qui, à la limite, pourrait limper en BVB, mais je préfère quand même open. C'est une main très forte, à très fort potentiel. Donc c'est plutôt une main qu'on va open. Ici, le size d'open, ça aurait été quelque chose comme 3,5-4 en BVB. J'ai pas envie de rentrer dans des considérations techniques de KO. Ici, on a envie de faire plus cher parce qu'on est couvert en KO machin. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur des aspects pratiques et pas très compliqués du jeu pour mettre en place des choses qui marchent sur les micro-limites avant, à terme, d'aller améliorer votre jeu avec des concepts un peu plus techniques. Ici, on a une main qui veut open, donc on veut raise. Le size standard aurait été aux alentours de 4. Donc ici, moi, personnellement, je ferais entre 5 et 6 pour raise et punir en fait le limper. 4, c'est un poil pas assez cher pour le stack size, mais au moins il y a la volonté de raise. Ça, c'est bien. Valet 3-7. Encore une fois, situation très fréquente en micro-limite. Il y a un limper, on isole avec une main forte, on se fait payer, et notre adversaire
Et là, notre adversaire peut avoir plein de choses et on ne sait pas trop comment se positionner. Sur la plupart des boards, honnêtement, étant donné que les gens qui limp dans ces situations ont souvent des ranges explosés, c'est-à-dire il y a des 2 et 6 suités, il y a des 10 et 4 suités, il y a des 5 6 off, des mains comme ça. En fait, c'est juste des mains où ils veulent aller voir un board parce qu'ils jouent des trucs, des straight, des couleurs, ou alors ils ont un as un peu pourri, des mains comme ça. Ce qui veut dire qu'on se retrouve souvent contre des ranges qui ont énormément raté le board, parce qu'il y a tellement de mains que la plupart du temps, ils vont juste rien avoir dans cette situation. Donc on peut développer beaucoup de ces bet range contre des ranges de limp caller préflop. Là, le board est un poil chiant parce qu'à peu près toutes les mains qui vont nous payer préflop, sauf vraiment des guesses comme, je sais pas, Dame 5 de carreau ici, mais sinon à peu près toutes les mains qui vont nous payer préflop ont un petit bout de quelque chose. Les Dames 10, les 8-9, les 9-10, n'importe quel pocket peut continuer, les 4-5, les 5-6, les 7X, les Valets X, les Rois Dames, etc., etc. Donc là, ça me choquerait pas de checker, mais avec cette main en particulier. Mais de manière générale, on peut développer vraiment beaucoup de ces bêtes parce qu'on est contre des ranges explosés. Ici, check, c'est très bien. Check back. Quand l'adversaire check back, a priori, il n'a pas grand-chose. Là, on peut décider de miser. Ce serait pas absurde. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on mise? Quand on mise au poker, il faut qu'il y ait une raison pour miser. Est-ce qu'on est en bluff? Est-ce qu'on a un énorme avantage de range? Est-ce qu'on est en value? Bluff, ça veut simplement dire on veut faire coucher des mains meilleures. Value, ça veut dire on veut faire payer des mains moins bonnes. Ici, on a hauteur as, flush draw. Quand on mise, on va peut-être faire coucher quelques mains moins bonnes. Des mains comme paire de 4, des mains comme paire de 6, des mains comme... Non, As-Dame, ça va probablement pas se coucher ou ça va probablement pas limp call. Donc il y a quelques pockets, quelques 3x, mais globalement pas grand-chose. D'autant plus que, vu que notre adversaire a checké le flop, on peut s'attendre à ce qu'il n'ait pas grand-chose. Donc on va rarement attaquer des mains qui sont meilleures que la nôtre. Donc ici, quand on mise, on n'est pas vraiment en bluff. Et est-ce qu'on est en value? Ce serait pour se faire payer par des mains moins bonnes. Alors, on peut en citer. Une main comme Dame 10, par exemple, pourrait potentiellement nous payer ici. On la bloque avec notre 10 de pique. Globalement, on voit quand même qu'on a une main qui a peu de value et qui n'est pas vraiment en bluff. Donc ici, le standard serait plutôt de checker parce qu'on a une main qui n'a pas vraiment d'intérêt à miser. En revanche, on a un flush draw. On peut penser à faire gonfler le pot contre une range loose. C'est pas déconnant de miser dans le sens où on a beaucoup d'équité. Maintenant, on a quand même pas vraiment de logique à miser en termes de bluff ou de value. Et sur ce size, alors là, on sent vraiment le je mise ma main. C'est on a un bon flush draw, on est cool. Bah, sur ce size, en réalité, c'est vraiment, entre guillemets, inutile parce qu'on n'attaque rien et on n'accomplit rien. Et on fait faire des erreurs à peu près aucune main. Même une main comme Dame 10 ici, elle a quasiment la cote pour nous payer, et en tout cas, elle a la cote implicite potentiellement. Donc ici, ça n'accomplit pas grand-chose, donc soit on peut miser cher, pour tout de suite mettre beaucoup de pression à des pockets, à des petits 3, à des petits 7, des mains comme ça, soit on décide simplement de check call, je pense que ce serait le plus standard ici. Et là, on se fait raise. Raise, mutant. Là, c'est un simple calcul de cote. Alors pareil, c'est un truc qu'il faut maîtriser en micro. On va regarder une cinquantaine de mains assez rapidement et après, je ferai une espèce de listing sur un petit peu les points à bosser qu'on retrouve beaucoup en micro. Ici, c'est un simple calcul de cote. Ce qu'il faut donc savoir faire, c'est calculer sa cote et calculer son équité. La cote ici, c'est assez simple. On a 17 à rajouter dans un pot qui va faire à peu près 50. Grosso merdo, il nous faut 35% d'équité. La question, c'est est-ce qu'on a 35% d'équité? On joue potentiellement le 8, si notre adversaire n'a pas Dame 10 par exemple. On joue potentiellement le 8, on va considérer en full fréquence. Donc 4 cartes, il y a 4 8 restants dans le paquet. Et on joue les piques. Il y a à peu près 9 piques restants dans le paquet. Donc on joue, sachant qu'il y a un 8 de pique, on joue à peu près 12-13 cartes. Ça fait un peu moins de 30% d'équité. Le calcul, quand on est à la turn, c'est on prend le nombre de cartes qu'on joue, on multiplie par 2. Donc ici, si on joue 13 cartes, on va avoir 26% d'équité. Ici, on en joue plutôt 12, on va avoir 25% d'équité, à peu près. Et on vient de calculer qu'il nous fallait environ 35% d'équité. Donc on n'a pas la cote directe pour call. En revanche, on peut se dire que quand on touche une flush, et c'est là que la notion de cote implicite rentre en jeu, quand on touche une flush, on va potentiellement prendre un peu plus d'argent. Donc c'est pas payer 17 pour gagner le pot qui fera 50, c'est payer 17 pour 25% du temps gratter des blindes en plus. Parce que quand on touche flush, potentiellement il va pas folder s'il a une paire, un brelan, une double paire, une flush inférieure, etc. Donc là, on a une cote un petit peu close. Par contre, la cote implicite est intéressante. Donc ici, on peut payer sans problème. C'est un peu chiant de faire ce genre de sizing, typiquement parce qu'on s'expose à se faire relancer. Ici, quand on fait petit, on représente beaucoup de faiblesses.
Si l'adversaire réfléchit un tout petit peu à ce qui se passe, il peut beaucoup punir. Donc l'intérêt aussi dont je parlais de miser un peu plus cher à la turn, c'est cette logique d'éviter de se faire raise aussi. C'est assez important. Parce que là, on se retrouve dans un spot à payer hors cote, not flush draw, straight draw. C'est un poil relou dans cette situation. Mais on peut payer. Par contre, et j'ai peur que... Ouais, je me doutais que ça allait se passer comme ça. Ici, quand on fait tapis, il faut bien comprendre que, vu le raise de notre adversaire, c'est extrêmement peu probable qu'on le fasse se coucher. Donc en fait, ici, ça revient, quand on fait tapis, à payer si lui-même avait fait tapis. Si on s'attend à ce qu'il fold 0% du temps une fois qu'il a raise, c'est exactement comme s'il avait fait tapis et qu'on payait. C'est la même chose. Parce que vu que là, on générera 0% de fold, on risque 57 pour gagner la taille que fera le pot. Et ici, en l'occurrence, le pot fait 124, du coup. Donc, si on calcule, c'est 57 divisé par 124. On voit que c'est 45% à peu près. Donc, il nous faut 45%. On les a clairement pas. Donc ici, la solution de payer, oui, parce qu'on a des bonnes cotes et des bonnes cotes implicites. Faire tapis contre une range contre qui on n'a pas de fold d'équité, donc qui va jamais se coucher. C'est comme payer un all-in ici, et payer un all-in ici, c'est une erreur, parce qu'on n'a pas assez d'équité. Sauf si votre adversaire fait vraiment n'importe quoi. Encore une fois, s'il a des dames 4 off dans sa range, on peut payer, puisqu'on est devant une énorme partie de sa range. Maintenant, on comprend bien ici, a priori, il n'a pas dame 4 off quand il joue comme ça, sauf si vous avez un read particulier. Et il nous avait check back un 7-3 off. Et là, on revient un petit peu à la logique que je disais tout à l'heure. Il faut beaucoup relancer en small blind contre les limpers, parce qu'on est très content. Là, on a 25%, mais on est très content qu'il nous donne 5 blindes pré-flop ici avec 7-3 off. Vraiment. Enfin, et c'est en grande partie grâce à ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent à ces limites assez facilement. Oui, des fois, ils vont chatter des situations comme ça, mais rendez-vous compte qu'ils ont 7-3 off dans leur range. Vous avez une range bien construite qui isole pré-flop. Globalement, vous allez prendre beaucoup d'argent dans ces situations. Par contre, il ne faut pas overplay la main, overplay son équité, bien se rappeler le calcul des cotes, combien j'ai à rajouter dans combien fera le pot, et comparer à notre équité, donc quels sont mes pourcentages de chances de gagner. Et ici, on voit qu'on a 25%, c'est à peu près ce qu'on avait estimé, sachant qu'on joue, comme on avait dit, les 8 et les piques. Donc ce qui n'est pas suffisant pour faire tapis quand notre adversaire va jamais se coucher. Et on chatte ici, tant mieux. Si on va folder. Ok, ici, pareil, cas très fréquent en micro-limite, donc je vais y passer un tout petit peu de temps, mais c'est très important. On est toujours réaction limper. Il y a beaucoup de limpers sur les micro-limites, les gens veulent aller voir des flops. Ils ont des mains de merde, faut pas hésiter à isoler. Ici, on a une main très forte, qui se joue pas super bien en multi-way, donc notre but, ça va être d'isoler un adversaire, et ça va être ensuite d'affronter une range beaucoup plus loose. Donc là, notre but, c'est de jouer grosso merdo en 1 contre 1. Pour jouer en 1 contre 1, il faut qu'on isole très cher. Si on n'isole pas assez cher, tout le monde va se dire c'est pas cher, je vais voir un board. Donc là, le sizing que je ferai, de base, on va dire pour isoler les limps ici, ce serait 4 ou 5 en position. Dans ces eaux-là, il n'y a pas vraiment de sizing exact. L'idée, c'est de faire suffisamment cher pour faire payer des mains merguez et pour dégager des jambes du coup. Donc ici, vu qu'il y a 2 limpers, je ferai au moins 5. Je ferai potentiellement 6-7 parce que tout le monde a beaucoup de jetons, donc les gens vont être plus amenés à payer. Donc il faut quand même faire très très cher. Même 7 ici, je pense que c'est un bon size. Et 4, voilà, typiquement l'inconvénient de 4, c'est qu'ici, on ne met pas assez de pression sur les ranges et on va trop être en multi-way. Et on ne veut pas au poker être en multi-way parce que c'est trop dur de lire les ranges adverses quand il y a beaucoup de joueurs dans le coup. C'est très très dur parce que on peut un peu avoir tout et n'importe quoi en face, de plus en plus probable qu'il y a beaucoup de range dans le coup. Et donc là, typique coup de micro-limite, on se retrouve à 12 dans le coup parce qu'on n'a pas isolé assez cher. Et quand on est en multi-way, comme je l'ai dit tout à l'heure, on évite de jouer trop agressif parce qu'il y a trop de range à faire folder. Donc là, on a simplement un fold. C'est un peu dommage. Ok, open as valet, très bien. C-bet range, pourquoi pas. Là, point important. Alors, on est à la main 11, on a déjà vu pas mal de trucs importants en micro-limite. Le calcul d'équité, le calcul de cote, la gestion versus les limps, le BVB, et comment est-ce qu'on value nos mains, c'est ce qu'on va voir ici. Là, ce qui est super important, c'est d'arrêter de se concentrer, et c'est un truc que beaucoup de joueurs en micro font, d'arrêter de se concentrer sur les mains qui nous battent. Oui, on est battu par une dame, oui, notre adversaire peut avoir des dames, mais regardez l'entièreté de la range. On se plaint toujours du fait que les gens ont tout et n'importe quoi pré-flop. On peut s'attendre à ce que Magouille 63, je le connais pas, mais il peut avoir As de off dans sa range, ici ça me choquerait pas du tout. Des flats SB sont ultra mal construits, donc il y a tout et n'importe quoi.
Il y a aussi n'importe quel type de main suitée à trèfle, n'importe quel type de main suitée à carreau, des 6x, des pockets, des valets 10, des rois 10, des rois valets, des as-x moins bons. Donc là, oui, il peut avoir une dame, mais c'est ultra important d'aller chercher 3 barrels de value, quitte à folder river sur un raise si notre adversaire raise, ou folder sur un donk bet all-in si notre adversaire donk bet all-in sur certaines rivers. Mais là, on a une tonnasse de value contre énormément de mains. Et là, je vois un check back, c'est un truc très fréquent que je vois. Oui, on va beaucoup check cette carte en théorie. Maintenant, avec As-Valet, je pense qu'on va pas tant la check parce qu'on a quand même un très bon As et on value encore plein d'As inférieurs. Très très important d'aller prendre la value ici. Et les micro-limites, c'est assez simple. C'est même vrai plus haut, hein, mais il faut se rappeler, le but du poker, c'est de prendre de l'argent avec des mains fortes. C'est la base du jeu. Faut le faire. Et il faut pas avoir peur de le faire. D'autant qu'on joue contre des adversaires qui sont des calling stations, la plupart du temps. Donc s'il y a bien un truc qu'il faut faire, c'est de value fortement avec nos mains fortes. Et pas se concentrer que sur la petite partie de la range qui nous bat. Il faut vraiment se détacher de ça et regarder l'entièreté des possibilités. Ici, si on met sa range dans un calculateur d'équité et qu'on considère qu'il a des as off un peu dégueux, même s'il a des dames 8 off, par exemple, qui vont flat, overall, on a quand même beaucoup de value. Parce que s'il a des dames 8 off, il a probablement des 8-4 suités à trèfle à carreau, des combos comme ça. Donc, une énorme quantité de mains merguez qui sont prêtes à vous payer cher ici. Et là, ici, on a un call, il peut value comme ça, on a ce moins bon, bluffer des mains random. Et il a roi 10. Et ça, typique, c'est potentiellement une main qui va nous payer turn. Ici, je ferai un size comme 3 carpos. Il y a double flush draw, des tirages, et un as va jamais folder à ces limites-là. Donc 3 carpos ici, ce serait pas déconnant. Et je pense qu'il paye encore roi 10 dans cette situation. Donc là, on miss un peu de value. Alors, on peut regarder la main spécifiquement et se dire on n'aurait pas pris 3 streets. Et là, on l'a laissé bluffer, mais il faut vraiment réfléchir à l'ensemble de la range. As 2 off, on prend pas du tout assez d'argent ici contre cette main. As 3 off, As 4 off, As 5 off. Flush draw à trèfle, flush draw à carreau, valet 10, potentiellement roi 10, roi valet, etc. Donc prenez votre value. Ici, on a une défense facile. Là, bah, en heads up, j'aurais peut-être défendu une fois, mais on est en multi-well, le coup va être très chiant à jouer. J'aurais foldé tout de suite. Oui, on peut être devant une partie de la range. Même on peut être devant les deux. Maintenant, les deux ont forcément beaucoup d'équité contre nous. À moins qu'il y ait un mec qui est paire de 2 et un autre mec qui est genre As-2. Quelqu'un en est très bien. Mais la grande majorité du temps, va y avoir du Dame 10, du Roi Dame, du As-X, du 8 et 9. Enfin, plein de mains qui vont faire que nous, notre paire de 3 vaudra rien turn river. Donc ici, j'aurais foldé tout de suite. Ok, bon, là, on a un pure fold. Et notre adversaire a fait nimp avec paire de 3 et lui paire de 5. Donc on était déjà mort contre paire de 5. Et flop, notre adversaire a misé et a essayé d'arracher river. Je vais pas m'attarder sur les coups des autres, on va aller assez vite. Ça, non. Alors, deux trucs à prendre en compte. L'open, pourquoi pas. Mais prenez l'habitude. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il y a une réponse optimale au sizing pré-flop. Le but, c'est pas de rentrer dans le jeu optimal. Le but, c'est de comprendre un petit peu la logique. Faites plutôt 2 ici. Parce que 3, c'est trop cher. Vous avez un mauvais risk-reward. Vous mettez trop d'argent en jeu pour pas une super récompense. Ici, risquer 2 pour gagner le pot du milieu est beaucoup plus intéressant que risquer 3 pour gagner le pot du milieu, sachant qu'on accomplit à peu près la même chose à faire 2 ou 3. Donc, faites plutôt 2 de base. On peut faire 2,5, 3 en early quand on a 100 blindes. Ici, bah, big blind, on a 35, mais small blind, on a 100. C'est un peu chiant de manœuvrer du coup ces notions pour comprendre le sizing. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous faites 2,5 niveau 1 et après vous faites 2. C'est un truc qui est conseillé par certains bons joueurs. C'est pas forcément l'optimal, mais c'est ce qui va réduire au maximum les erreurs et simplifier au maximum la logique de sizing pré-flop. Donc ici, plutôt 2x si vous voulez open. Nota bene, c'est un peu loose. Maintenant, ça ne me choque pas d'être loose au bouton. D'autant qu'on couvre big blind en tournoi KO. Ici, on va c-bet, mettre beaucoup de pression à beaucoup de mains. Des king eye, des dame eye, des jack eye, etc. Donc c'est plutôt bien. Il y a juste le sizing d'open qui est pas très bon, mais sinon c'est bien. Ok, tac, 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 ensuite. Ok, on défend dame 9 off en multi, ouais, pourquoi pas. Alors ça, non. Ça existe, pas sur ce board, mais le donk bet existe, juste supprimez-le. On est vraiment là dans une logique pour battre les micros de jeu simple, jeu efficace. On se base sur quelques grandes notions qu'il faut bien connaître et on se concentre là-dessus. Allez pas vous inventer une vie dans des donk bets, allez pas vous inventer une vie, surtout au flop. River, c'est intéressant d'en faire quand on s'attend à trop de check-back et qu'on veut value, par exemple. On étudiera ça peut-être dans une autre vidéo. Mais le donk bet au flop, supprimez-le complètement. Parce que ça empêche à votre adversaire de faire des erreurs. Ça vous
ça montre trop d'informations sur votre main et vous êtes beaucoup trop lisible et en plus le coup devient complexe. Vous êtes hors de position, le coup est plus gros, c'est avec des mains un peu moyennes, c'est très compliqué à jouer. Donc supprimez simplement le donk bet et vous aurez moins de problèmes. Là voilà, typique, on a donk bet une dame très moyenne avec un draw, on sait pas trop quoi faire sur cette turn, c'est un peu chiant. On se retrouve à faire un size un peu bâtard, on n'est ni vraiment en value ni vraiment en bluff, c'est vraiment pas très bon en multi-way d'autant plus, mais le truc à retenir, donk bettez pas. N'ayez pas de donk bet au flop. C'est juste trop complexe à jouer. Ok. Et ici, bah, on n'a pas fait faire d'erreur à notre adversaire avec nos sizes un peu de pisse. Flop, il a des bonnes cotes. Turn, il a des bonnes cotes avec son as de trèfle et son 7. Et river, il nous milk. Ici, le coup, on perd genre 15 blindes bêtement à cause d'un donk bet. Le coup, on aurait pu perdre 15 blindes quand même en check collant. Mais par exemple, on aurait foldé river ici parce que notre adversaire aurait eu moins de bluff sur une situation de je bet flop, je bet turn. Là, le donk bet nous a juste mis dans une situation compliquée, hors de position, dans un pot trop gros. Donc vraiment supprimer ça de votre jeu. Ça, pareil, alors en théorie, on peut effectivement limper énormément de gaze. Encore une fois, on est là dans une logique de simplification de strat. Ne jouez pas des merguez absolus, allez plutôt limper des mains à potentiel, 10 de suite et why not. 10 de off, c'est pourri. Souvent, les joueurs de micro sont pas ultra à l'aise post-flop. C'est des mains qui sont pas très faciles à jouer post-flop. Donc évitez plutôt ces situations, honnêtement. Et là, bon, on aurait dû bluffer à un moment donné. Maintenant, hauteur 10, ça peut gagner vu que le fil est très passif. Là, on gagne le coup, mais honnêtement, c'est des coups, vous pouvez les cut. C'est pas utile d'aller jouer ça. Ça, on peut flat. On a un petit peu trop pour 3 bêtes. Pareil, bossez bien vos range préflop. On a vu l'open tout à l'heure, mais c'est très très important de bien maîtriser ces range préflop, que ce soit dans les open ou que ce soit dans les réactions aux open. Ici, bouton contre hijack. On va avoir des 3 bêtes. On est un peu trop short pour 3 bêtes avec une main type connecteur suité. Parce que le pot sera trop gros et on aura du mal à aller voir flop turn river et réaliser notre égalité. Donc ici, j'irai plutôt dans le call. Ok, c'est bien. Là, ce qui nous donne envie de miser, c'est notre équité. Ce qui nous donne envie de checker, c'est plutôt la logique du coup. C'est-à-dire, on a un 8, on fait pas folder mieux. On fait pas folder moins bien. Enfin, si, on fait folder moins bien, pardon, mais on fait pas folder mieux. On n'est pas en bluff. On n'est pas vraiment en value non plus. On se fait rarement payer par moins bien. Donc ici, on a plutôt un check. Et je vois souvent, enfin, c'était sûr, je vois souvent des mises ici parce qu'on se dit, je joue tout. J'ai un 8, j'ai un flush draw. Mais ici, quand on mise en fait et qu'on se fait payer, on se fait quasiment payer que par des mains meilleures. Et maintenant, on cherche à toucher la flush. Sauf que la flush, elle va pas tomber tout le temps. Et c'est un peu dommage, du coup, de transformer notre main en bluff directement. C'est pas mauvais ici de miser, d'autant que ça nous offre un check gratuit à la turn, donc pour réaliser son équité, c'est bien. Mais la logique, moi je veux que vous compreniez la logique, c'est on veut miser en bluff ou en value, et on veut accomplir quelque chose. Ici, quand on mise un 8, on n'accomplit pas grand-chose. Donc oui, on a 8 plus flush draw, pourquoi pas, mais essayez au maximum d'avoir cette logique de qu'est-ce que j'accomplis dans ce coup. Si on a un check assez facile, et si on a un check et on perd contre 3 dames et on perdait. Ok, on a value roi valet, mais vous voyez, il avait straight draw, un gros pic. Donc c'était pas une situation forcément super confortable, d'autant plus en multi-way à miser. Ça, on va folder, ça, on va folder. Ça, on va folder, folder. Pareil, je dis folder, mais très bien. Folder, folder. Ok. 3 valets off. Ici, pareil, on en parlait tout à l'heure, plus cher l'ISO du limp. N'hésitez pas à parpiner. Les mecs payent tout et n'importe quoi, faut vraiment aller dans le assez cher. Ici. Bon, bah là, on a un pure fold. Alors, ouais, non, ça c'est une dinguerie absolue. On a une gaze, on est sur un field où les mecs nous font des donations. On a une main vraiment pas ouf pour partir à tapis, surtout 60 blindes. Oui, les limpers ont des gazes, mais quand les mecs limp re-raise, c'est rarement une merguez. Au mieux, on est contre pocket 4, quoi, quelque chose comme ça, une pocket contre qui on est en flip. Ils vont rarement avoir roi 10 off, des mains comme ça. Juste ici, on a un pure fold. On avait isolé pré-flop puisqu'on les met sur des range loose. Quand les mecs re-réagissent, surréagissent, re-raise, on se barre. Ça n'existe pas. Et très important en micro-limite, c'est d'être patient. Ces coups-là, on ne veut pas les prendre, on veut attendre les donations, on veut prendre de la value avec le As-Valet de tout à l'heure, on veut prendre de la value quand on a des mains fortes, on veut bluffer contre des ranges qui représentent beaucoup de faiblesses. Là, on joue à pile ou face sur un field qui est vraiment pas compliqué à battre. Et c'est ce genre de coups qui vont mettre beaucoup de variance et qui vont du coup vous mettre très souvent dans la merde et vous priver d'utiliser ce que vous savez pour jouer intelligemment au jeu. Bon, là, on chatte, mais le all-in est vraiment, vraiment pas bon. Ça, par contre, mais ça, cet open, il est absolument obligatoire. Encore une fois, il faut bien travailler ses ranges d'open. On a hijack ici, on a une main à potentiel. On couvre tous nos adversaires, bouton SB Big Blind, pas cut-off, mais on couvre nos adversaires, on les couvre en KO, ce qui est important.
et on a une main à fort potentiel qui se joue très bien. Ça, open, ici, ça fait 1000 fois plus d'argent que ce coup random. Parce qu'on aura un coup en position très souvent, une main à potentiel, une lecture de range adaptée, une stratégie de post-flop, quand est-ce qu'on value, quand est-ce qu'on bluff. Ici, on jette une pièce. Donc ici, vraiment, prenez soin de bien connaître vos ranges pré-flop et de ne pas faire des all-in avec beaucoup trop de jetons dans des situations comme ça. Ok. Ça, on peut défendre en multi-way. Ici, le mec a misé dans 4 joueurs, donc juste un 6 sans backdoor flush, on se barre. C'est bien. 4x, on se barre. Open ici. Je vais pas redire à chaque fois, mais on open plutôt 2. Fold, ok. Ça c'est pas un open, encore une fois. Range pré-flop, bossez-les. Moi, personnellement, ce que je faisais, et ce que je fais encore d'ailleurs beaucoup, c'est vous allez sur GTO Wizard, la version gratuite vous offre les range pré-flop, et régulièrement vous les bossez. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai 80 blindes, je suis hijack, qu'est-ce que c'est ma range? Hop, 80 blindes, je suis hijack, qu'est-ce que c'est ma range? Ma range hijack, c'est ça. Donc là, on voit roi 10 off, c'est le bottom, les 10 off, c'est les bottom, as 9 off, c'est le bottom, as 8 off, micro-frec, connecteur suité, roi 4 suité en ultra bottom. Après, en fonction des adversaires, on peut élargir un peu, baisser un peu, mais il faut avoir une très bonne idée de votre range ici et pas vous mettre dans des coups de merde. Les ranges sont construites de manière à, si vous les respectez, vous gagnez de l'argent. Si vous respectez vos ranges pré-flop et que vous faites pas n'importe quoi post-flop, vous gagnez de l'argent. Donc là, par exemple, c'est déjà trop cher et c'est une main qui n'est pas dans notre range d'open. Ce qui est d'autant plus chiant que les adversaires aiment beaucoup flat, beaucoup payer, et on va se retrouver dans des coups un peu de merde. Ici, on a un pure fold. Ici, oui, on a hauteur roi, oui, on bat quelques mains, mais c'est injouable avec ce combo. On n'a même pas de carreau, on n'a vraiment pas grand-chose ici pour jouer. Bah, j'ai pas envie de détailler le coup n'existe pas, folder ça pré-flop. Mais si on imagine par exemple qu'on avait roi 10 off, bah on fold ici, enfin on avait foldé le flop. Si on avait un as, on n'a pas de value ici à cause des 4 carreaux. Donc là, tout ce qu'on va miser, ce serait des flushs. Et les quelques bluffs qu'on pourrait utiliser, ce serait une main comme peut-être dame 10 de trèfle, une main comme ça qui aurait payé le flop et qui voudrait bluffer river, pourquoi pas. Mais roi 9 off ici, ça n'existe pas. Et donc là, encore une fois, on perd 15 blindes juste à cause d'un problème de range pré-flop. C'est 15 blindes qu'on n'est pas censé perdre ici. Défense en multi-way. Ici, on peut give up en multi-way. Il y a probablement un mec qui a un as, qui a une dame. Là, note intéressante, notre adversaire a check back une dame à la turn. Ça, c'est des trucs, prenez l'habitude de vous rendre compte de ça quand vous jouez. 7 check back une top pair en multi-way à la turn. Ici, logique, multi-way. Pardon, logique, blind versus blind en micro-limite. On joue plutôt value-oriented. Donc on va open des mains fortes et des mains à potentiel et on va plutôt limper le reste. Ici, je open une main comme 9-10 suité, comme 8-9 suité, pourquoi pas. Tous les Broadway un peu suités, un peu cool. Quelques Broadway offsuit, des As-X off, des As-X suités. 5-10 suité, j'irai plutôt dans le limp. Théoriquement, ça existe d'open cette main-là. Mais là, on n'est pas là pour jouer théorique, on est là pour jouer qu'est-ce qui marche. Et ce qui marche, c'est faire gonfler le pot avec des mains fortes et garder les pots petits avec des mains plutôt médium. Ici, check plutôt, seconde paire. Là, on peut miser, il a rarement mieux que nous. On a un flush draw. J'aurais fait un peu plus cher, mais why not? Et ici, on n'a plus trop de value, donc on a plutôt un check. La value, elle est très fine ici, je sais pas trop ce qu'on target. Un 4, peut-être. Je pense qu'un 4 aurait misé le flop assez souvent, mais peut-être un 4. Mais là, c'est très très fin, donc j'irais plutôt dans le check fold même. Check call si on a quelques rides. Bon, bah là, vilain a touché son set, dommage. Mais honnêtement, là, encore une fois, posez-vous la question, qu'est-ce que j'accomplis? Pré-flop, c'est pas utile en micro. Turn, pourquoi pas. Et river, on a vraiment peu de value. Donc là, on size vraiment la force de notre main et on sait pas trop ce qu'on target. Ici, important de 3 bêtes. N'ayez surtout pas de slow play dans ces situations. Ok, payer. Ici, on se bet toute notre range petit. On va se faire payer par des pockets, des dames X, des Broadway. Ok, bon là, quand il raise, on peut faire tapis tout de suite. Il a quasiment aucun fold. Il a plus que 14 blindes. Le pot, si on paye, en fait 40. Autant en faire tapis tout de suite. C'est très bien. Voilà, et là, bon, bah, typiquement, on a 2 as, c'est facile, mais dame 10 off. Adversaire à flat, pré-flop, c'est pas bon. À payer notre 3 bêtes, c'est pas bon. L'argent, il se fait là. En micro-limite, l'argent, il se fait sur les joueurs qui font n'importe quoi, avec trop de mains, qui vont overplay des mains post-flop, qui vont overplay des mains pré-flop. Nous, on a juste, alors faut pas que attendre 2 as, mais on a juste à attendre ce type de situation, des situations où les adversaires font des grosses erreurs et où nous, on peut en profiter. Très bien. Ok,
Ok, ici on peut flat, c'est bien. Ici on peut bet, on peut check, tout est bien. J'aurais bet, ouais, pourquoi pas le sizing. On attaque enfin, on se fait payer par des rois, des 10, valet 10, roi dame, dame 10, potentiellement 9 et 10, potentiellement des PP, quelques draws. Why not? Ok, ensuite, ça non, ça en open. Pareil, 2x, pas 3x. C'est bet range ici. On a un énorme avantage de range. Vilain a beaucoup raté le board. On open, on s'est bet sur les boards avec des grosses cartes, très souvent. Notre adversaire va beaucoup folder ici. Une main comme Dame 5 de carreau, c'est une main que j'aime bien prendre en exemple. Mais ici, il va snap fold, on a hauteur 10, on est très content. Et on a de l'équité en plus. Là, même sans équité, j'aurais c-bet toute ma range. Mais en plus, on a de l'équité pour 2 barrel turn, attaquer des 6, des valets, faire des straights, des flushs, etc. Ça, c'est des coups qui sont très importants. Open, c-bet dans ces situations, ça marche très bien. Fold. On isole. Call ici, on a de la backdoor équité. On a le roi de pique, gutshot. On peut encore jouer l'as. C'est des mains assez faibles quand il me call, donc bet comme ça. Enfin, c'est pas des mains faibles, mais on est rarement drawing dead. Bonne chance. Là, honnêtement, il a trop de mains random. Et là, on est encore dans une situation. Oui, c'est chiant. Mais si on part du principe que nos adversaires font un peu n'importe quoi, ce qui est le cas, si on garde sa range, oui, il peut avoir valet 10, valet 9, 9 et 10. Il a rarement as valet, as 10, as 9. Potentiellement, il les a, mais il les a rarement. Il a rarement roi dame, mais potentiellement, il l'a. Après, il a n'importe quel flush draw, des 9x random, des dames 9, des 8, 9, des dames 10, des valets dames, des valets 8, quelques dames 8 de temps en temps, et des combos full random, genre as 7 off, on sait pas ce qu'il faut. Ici, on a une cote, on a 20 à payer dans un poker infra 60, il faut gagner 33% du temps. À ça, on pourrait rajouter le chaos. J'ai encore une fois pas envie d'aller trop en profondeur dans les considérations techniques, mais on pourra rajouter le chaos. Du coup, on a une très bonne cote ici contre un mec qui fait probablement n'importe quoi. Voilà. Et là, sa main, il a joué ses cartes, hein. Gutshot au flop avec une paire, flush droit à la turn, mais il accomplit vraiment pas grand chose à jouer comme ça. Et ça, encore une fois, c'est coup overplay par la pop. Nous, on a juste, entre guillemets, à attendre ce genre de situation, et ça fait des sous. Pas besoin du all-in du roi valet tout à l'heure, on a juste besoin de profiter des situations très profitables, value gras, et payer quand les mecs font n'importe quoi. Aucun slow play ici en 3 bêtes, non. Encore une fois, en pure théorie, ça peut exister pour des notions de chaos, de garder big blind dans le coup pour le chaos. Je pense qu'il faut arrêter de réfléchir comme ça en micro-limite, il faut faire ce qui marche. On fera beaucoup plus d'argent à isoler 9 de pique, à lui faire n'importe quoi avec des mains et à aller chercher beaucoup d'argent avec As-Roi dans des gros pots, plutôt qu'à gratter un petit peu, parce qu'on a compris 2-3 trucs de théorie, gratter un petit peu de V dû au chaos. Ici, en micro-limite, les mecs vont pas faire de différence. Morgan, 45, 95% du temps, s'il a une main qui était prête à partir all-in, il partira all-in. Donc votre 3 bet ou votre flat, enfin le flat n'induce pas grand-chose, donc autant 3 bêtes et mettre l'argent au milieu. De toute façon, Morgan, s'il a une main qui veut jam, il va jam. On n'est pas là pour induce. En théorie, ça existe ici, c'est même plutôt bien joué, mais c'est pas ce qu'on veut faire en micro. On veut se concentrer sur ce qui marche, gonfler les pots avec des mains fortes, et pas aller se battre pour 1,5 blind de V, parce que Vilain peut rentrer avec une main genre As-5 off, qu'il aurait peut-être pas de jam si on a fait 3 bêtes. Non, ça, on veut pas aller chercher ça en micro-limite. Call ici. Et ici, si on mise est-ce qu'on est en value, on fait pas payer moins bien. Est-ce qu'on est en bluff, est-ce qu'on fait fold in pocket? Je suis pas du tout sûr vu la gueule du board. Donc on a un check pur. Ok, voilà. Donc on fait pas fold in pocket. Et à moins qu'on fasse peut-être payer as valet, mais c'est à peu près tout. Notre main ici n'est ni en value ni en bluff, c'est la définition d'un check. Posez-vous la question, est-ce que j'attaque mieux, est-ce que je fais payer moins bien? Ok, encore 2 as, plutôt 2x encore une fois. 3 valet off, ça dégage. Ça c'est un bon open. Call ici. Call ici, on a une très bonne cote. Voilà, et là on calcule notre cote. 8 dans un pot qui fera 28. On peut faire le calcul exact. 8 dans un pot qui fera 28. Hop. Il nous faut 30%. On calcule rapidement. On peut jouer l'as de temps en temps. On joue la flush. La flush, c'est à peu près 9 cartes. Ça fait 18%. Plus l'as de temps en temps, on peut dire qu'on a à peu près 20%. Et il nous fallait, on vient de dire, 28%. Donc on n'a pas la cote directe. Maintenant, si on touche flush, on peut s'attendre à gagner un peu plus de jetons. On peut aussi aller chercher son KO. Donc c'est pas du tout déconnant d'aller call ici. Encore une fois, on n'a pas la cote, mais on a une bonne cote implicite. Et on a aussi les 9 que j'ai même pas compté. On joue les straight avec les 9. Donc on a une plutôt bonne cote. Par contre, si on fait tapis ici, sachant vu le sizing de WPT Poker,
qui est un joueur plutôt régulier des micros, donc qui va plutôt être honnête ici et qui a compris qu'il fallait value gras. Faire tapis ici, c'est comme payer le tapis, on l'a déjà vu tout à l'heure. Quand nos adversaires font très cher, ils vont rarement folder, donc on n'a pas de fold équité, ce qui veut dire que quand on jam, on lui fait jamais se coucher, donc ça revient à calculer notre cote versus un jam. Et ici, versus un jam, ce serait 20 blindes à payer dans un pot qu'on ferait 50, il nous faut 40% d'équité. On n'a pas la cote avec notre main, on n'a pas 40% d'équité. Donc ici, il faut arrêter de se débarrasser, je m'attendais au jam, il faut arrêter de se débarrasser de ces coups en disant j'ai un flush draw, j'y suis. Ça rend le coup mauvais. Ici, vu que notre adversaire va quasiment jamais se coucher, on a besoin de 40% d'équité. On les a pas. Par contre, vu sa mise, on a l'équité nécessaire parce que quand on se couche, enfin quand on touche pas river, on se couche, il n'y a pas de souci. On n'aura pas perdu d'argent dans le sens où, sur le long terme, les fois où on va toucher notre couleur, on prendra un peu plus de jetons, potentiellement le KO de notre adversaire. De temps en temps, peut-être que ça va check river et il va montrer un bluff, mais c'est extrêmement rare. Mais là, ici, faire tapis, ça rend le coup hors cote, alors que payer, on a la cote ici. Et là, on n'a que 23% et on se met dans la merde tout seul. Ok. En vrai, la vidéo est assez longue déjà sur l'early game. Je ferai une autre partie, je pense, pour le late game. J'ai pas envie que ça prenne trop de temps. On va juste se faire un petit récap sur les différents points qu'on a vus en micro-limite et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme une espèce de guide pour votre early game. Premièrement, bossez vos ranges. Il vous faut des ranges préflop solides. Il vous faut éviter d'être trop dans la merde, dans trop de coups avec des mains trop moyennes. Bossez vos ranges préflop, bossez vos ranges d'open, bossez vos ranges de réaction aux open, bossez le blind versus blind et comprenez un peu ce qui se passe. Il faut comprendre, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, 10-5 suité est un open en fréquence en BVB. Ça n'accomplit rien à ses limites parce que la logique du jeu à ses limites, c'est prendre de l'argent avec nos mains fortes, basta. Et ne pas se mettre dans la merde avec des mains très moyennes. On veut aller chercher des boards, on veut aller jouer des mains qui ont de l'équité, mais gonflez pas le pot avec des mains très moyennes, surtout en early game quand vos adversaires veulent voir des boards, veulent voir des turns, veulent voir des rivers. C'est pas les situations où on veut gonfler les pots avec des mains moyennes. Deuxième truc, évitez au maximum le multi-way. Le multi-way, c'est une situation très complexe à jouer au poker. On va être beaucoup dans le coup. Si le pot est un peu gros, c'est très très chiant. On est contre plusieurs ranges. C'est très dur de faire des analyses. Notre équité est extrêmement réduite, même avec des mains fortes. Donc, quand il y a des perspectives de multi-way, quand il y a des limpers, etc., isolez cher, isolez de manière à, enfin, raiser cher, de manière à isoler un ou deux joueurs max. Sinon, on va être trop souvent 4-5 dans le coup, juste parce que votre sizing de relance n'est pas assez bon. Si vous avez une main assez forte pour relancer, mettez de l'argent au milieu. C'est aussi le but du poker, il faut mettre de l'argent au milieu. Des fois, on va miss, des fois, ils vont nous la mettre avec des merguez. Il faut penser long terme, et long terme, mettre de l'argent avec des mains fortes contre des mains faibles, basse à print, tout simplement. Troisième point, pensez vraiment à value énormément. En micro-limite, c'est la base du truc. On l'a vu tout à l'heure, c'était bien illustré avec le As-Valet. Réfléchissez à l'entièreté de la range et arrêtez de vous concentrer sur que la partie de la range qui vous bat. Oui, il y a une doublette de la dame, il peut avoir brelan. Regardez l'ensemble. Faites par exemple le calcul, moi, enfin le travail, c'est un truc que je fais régulièrement. Ici, c'est vous prenez par exemple Equilab, vous regardez ici, on était tout à l'heure sur le board As, Dame, machin, et vous dessinez. Ok, mon adversaire a des As X, mon adversaire a des Dame X, mon adversaire a quelques 9X, mon adversaire a des pockets, etc. Et prenez l'habitude de faire ce calcul, et après, potentiellement, vous regardez votre équité. Si vous ne savez pas utiliser Equilab, venez sur le Discord ou quoi pour demander des tips. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur le sujet. Vous pouvez rentrer les boards. C'était As, Dame, Dame, quelque chose comme ça, avec un 4 qui traîne, on s'en fout. Là, je le fais très vite fait. Hop. Et nous, on avait une main comme As-Valet, je crois. Ok, et on évalue. Et là, on voit par exemple, j'ai décidé la range au pif, mais on voit notre équité contre les mains potentielles de notre adversaire sur un type board. Et quand on se rend compte de à quel point on est souvent devant, c'est important d'aller miser. C'est super important d'aller miser. Quatrième point, giga important en micro, soyez patient. Le roi valet off all-in tout à l'heure, parce qu'on en a marre des limpers, parce qu'ils font n'importe quoi, parce qu'ils ont des mains de merde. Non, soyez patient. Vous allez faire de l'argent avec vos mains fortes. Des fois, vous allez vous prendre des bits parce qu'ils vont chatter. Overall, vous mettez des sous avec vos mains fortes, vous êtes patient, vous attendez les erreurs adverses. En early game, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Cinquième point, c'est pas du tout central, évitez les sizing d'open trop chers. Gardez la logique 2,5 niveau 1, 2 à partir du niveau 2, 2 blindes pour les raises. Et quand vous relancez des limps, par contre là, vous pouvez faire très très cher.
aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Les mecs vont payer avec tout et n'importe quoi. Mettez des sous au milieu versus les limpers qui veulent aller voir un board. Ils ont des 9-4 suités, ils sont prêts à payer 10 blindes pour aller voir un board parce qu'en 1987, ils ont touché une couleur comme ça. Donc vraiment, c'est important. Isolé très cher. Par contre, les sizing d'open, garder du 2x, ça marche plutôt bien. Sixième point, éviter de bluffer. Ça, c'est un vrai truc. Alors, c'est pas les bluffs. Il faut pas éviter de bluffer contre les mauvais joueurs. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire des bluffs où on s'attend à ce que notre adversaire réfléchisse. Si vilain représente beaucoup de faiblesses, on peut appuyer, c'est pas un problème. Les mecs vont quand même folder quand ils ont rien. On peut quand même c-bet sur beaucoup de textures. Il y a quand même des bluffs à utiliser, mais ne faites pas des bluffs, par exemple, pour attaquer top pair, pour faire coucher une flush, pour attaquer un brelan, parce que vous avez plus de full dans votre range. Jamais. Ça, c'est les bluffs qu'il faut surtout pas faire en micro-limite. Ce qu'il faut faire, c'est exploiter la faiblesse visible. Les adversaires sont très lisibles dans leur sizing, dans leur manière de miser, dans certains timings. C'est ça qu'il faut punir, mais surtout pas s'attendre à ce que mon adversaire réfléchisse et qu'il me mette sur une range et que du coup il arrive à folder. Ces bluffs-là, faut pas les utiliser. Les bluffs à utiliser, c'est attaquer la faiblesse. C'est ultra central. Et dernier point, qu'on n'a pas trop vu ici, parce que globalement, Gigaparpin l'a bien fait, ne slow playez pas. Vous avez une main forte. Ah si, on l'a avec As-Roi, il y avait un slow play. Vous avez une main forte, mettez de l'argent au milieu. Fin de l'histoire. Vous avez une main forte au flop, mettez de l'argent au milieu. Les gens vont vous donner beaucoup d'argent. C'est des calling stations pour une énorme partie. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre de l'argent au milieu avec vos mains fortes et ne slow playez pas. Il n'y a pas de je just call 2 as pour garder ses mains, machin. Les mecs payent avec tout et n'importe quoi. Pitié, pas de slow play en micro-limite. Voilà, je pense qu'on est good. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On a pu voir pas mal de points. On a vu que 50 mains, mais il y a beaucoup de concepts qui ont émergé des 50 mains qu'on a vus. J'avais prévu de faire le late game dans la même vidéo, je le ferai dans une prochaine vidéo. On analysera un petit peu comment se comporter en late game. On verra que c'est des stratégies très différentes en micro-limite de l'early game. L'early game, c'est vraiment profiter des faiblesses adverses et du grand n'importe quoi qui se balade. Value avec vos mains fortes, pas slow play, etc. Tout ce qu'on vient de voir. Et on verra le late game dans une prochaine vidéo. Voilà. Salut, ciao. C'est ciao.